du coup, tac. Hop, Guillaume, vous êtes prêt de toute façon. Hop, ça retourne. Voilà. Tac. Bon, très bien, allez, on démarre. Donc, du coup, bonjour à tous. Merci de nous avoir retrouvés aujourd'hui sur ce webinaire. Alors, une nouvelle fois encore en virtuel, en attendant des jours meilleurs, on va dire. Du coup, je dirais le numérique, finalement, est partout et ses applications sont nombreuses. Et aujourd'hui, dans ce webinaire, en fait, on va se concentrer sur deux thèmes. Le premier, ça va être du coup sur comment et grâce à quels outils le numérique permet d'optimiser la fiabilité et la conformité de ses produits. Et donc ça, on va le voir tout de suite à travers la présentation du coup de Guillaume Gruel et de Stéphane Aurin de Stellantis. Et ensuite, on enchaînera cette présentation avec celle de Benjamin Ray de chez Gravotech, qui est une entreprise qui a été labellisée vitrine usine du futur et qui nous présentera son projet, le Gravotech Support Center, et eux, en fait, ont utilisé le numérique pour optimiser le service client et le cycle de vie produit. Donc, d'une manière un peu générale. Donc, on verra à travers ces deux présentations que les démarches ont des vertus beaucoup plus larges que leurs applications d'origine. Et voilà, et on verra aussi les outils qui ont été mis en place pour activer tous ces leviers. Voilà, du coup, je vais passer tout de suite la parole à Guillaume et Stéphane qui vont nous faire du coup leur présentation en duo. Et normalement, tu as la main pour démarrer, Guillaume. Merci en tout cas pour cette présentation. Et puis, je te laisse la main. Oui, on le voit. Ouais. Tu peux le mettre en grand, je pense, et puis on va être bon. Voilà, là, c'est parfait. Par contre, on ne t'entend pas. Mais par contre, Vous m'entendez ou pas là? Oui, là, c'est bon. Là. D'accord. Problème technique. Alors, je vais retirer le pop-up là. Hop, à côté. Donc, merci pour cette invitation. Donc, pour se présenter rapidement avec Stéphane. Stéphane est chargé avec Selcar du domaine Quality First, du côté de Stellantis à Rennes. Puis moi, je suis responsable de l'entité data et intelligence artificielle pour les directions qualité ingénierie. Donc, on a mis en place une organisation data il y a 3-4 ans maintenant chez PSA, chez Stellantis maintenant. Et c'est pas les macro-principes que je vais vous présenter avec un cas d'application sur conformité qu'on fait en partenariat avec Excelcar. Donc tout d'abord, premier slide, hein, vous rappelez le contexte, hein, c'est que le monde automobile est en pleine transformation avec l'émergence de nouveaux usages. Vous voyez l'écran, nouvelle mobilité urbaine, l'émergence très forte du véhicule connecté, les sujets véhicules autonomes, véhicules intelligents, là on doit mettre ça en place. Donc tout ça, ce sont des game changers très forts qui nous obligent à accélérer sur ces items et accélérer sur l'exploitation des données. On n'oublie pas, et ça reste très prégnant et très présent chez nous, c'est l'amélioration de l'efficience et puis les problématiques de qualité. On est toujours en recherche d'être numéro 1 mondial en termes de qualité. On se rapproche, on veut accélérer et donc pour mener tout ça, la donnée est clairement au cœur de toutes ces transformations. On a une forte valeur ajoutée qu'on voit, qu'on pressentait, maintenant qu'on attrape vraiment de l'utilisation du big data et de l'IA. Pour montrer la situation, la vitesse à laquelle elle évolue, donc PSA est un des précurseurs dans les données du véhicule connecté. On remontait depuis des années avec nos services télémaintenance des données de nos clients. Vous voyez, en juin 2016, quand même, ça restait encore assez à la marge le type de données qu'on remontait, c'est le graphe de gauche. En septembre 2018, chaque point là correspond à un véhicule client. On était à 400 000 clients en 2018. J'ai pas les chiffres précis actualisés. On est maintenant aux alentours de 900 000 véhicules connectés qui remontent et tous nos véhicules de fil en aiguille vont être connectés. Voilà, donc constat, on a toutes ces données. Là, on est vraiment sur du big data. Hein. On va remonter des téraoctets de données. On va traiter dans nos bases de données des pétaoctets de données. Là, la question, ça va être comment valoriser ces données.
On sent la remarque classique, on est sur une mine d'or, mais que faire de toutes ces données? Alors, pour ça, deux enablers, d'abord tout ce qui est lié au big data, donc vous connaissez les 3V, les 5V, les 11V, on attend autant de V qu'on en invente tous les ans, mais si je prends les principaux, il faut qu'on traite la volumétrie de données, donc au-dessus de 10 téraoctets, on parle de big data. On va devoir se retrouver avec des problématiques qu'on ne savait pas traiter avant avec de l'Excel, hein, donc le canal historique analyse statistique est mis à mal par cette volumétrie de données. On a aussi un problématique de variété des données de tout type qui remonte à textuel, de son, vidéo, et là aussi le statisticien classique qui va avoir du mal à digérer cette information, il va falloir adapter les méthodes. Et puis vélocité, ça aussi c'est une très forte problématique puisqu'on va devoir traiter ces données en temps réel. On veut vraiment avoir des outils réactifs en temps réel pour avoir l'information rapidement, pour à la fois donner du service à nos clients, mais aussi pour l'efficience de notre conception et puis surtout pour la réactivité en termes de qualité, hein, des données qui arrivent peuvent nous informer sur des pannes, sur des difficultés, et donc faire beaucoup d'anticipation. Donc ça, cette problématique de big data nous a amené à construire une infrastructure et big data, donc avec des outils informatiques, Oracle, Hadoop, etc., donc dédiés, hein, pour vraiment attraper ce genre de sujet. Il y a un volet qui va être plus métier, ça va être le volet exploitation de ces données avec l'émergence, l'augmentation de la puissance de calcul qui nous permet maintenant d'aller beaucoup plus loin dans les analyses statistiques qu'on faisait. Là, on parle maintenant de data science et d'intelligence artificielle. On déploie des méthodes de machine learning, des réseaux de neurones de plus en plus pointus, de plus en plus poussés pour traiter les images de nos véhicules pour le véhicule autonome, pour traiter des problématiques de son, de NLP, Natural Language Processing, etc. J'en passe. Donc avec ces deux piliers, on va pouvoir commencer à exploiter nos données. Alors, les enjeux de ces analyses data pour nous, de façon générale, et un peu plus précisément, particulièrement pour le périmètre R&D qualité que je pilote, c'est tout d'abord une première étape de data visualisation. On va mettre à disposition des données qui sont de bonne qualité, accessibles et exploitables. D'accord? Ce qui est très marketing, hein, c'est l'aspect data science IA, mais ce qui est important avant ça pour pouvoir fonctionner, c'est vraiment d'avoir des données de bonne qualité, accessibles, exploitables, mises à disposition de tous les opérationnels qui ont ce besoin pour accélérer sur la digitalisation, la dataisation de notre ingénierie. Une fois qu'on a fait ça, ça c'est la première étape, on va aller plus loin, évidemment, on va croiser les bases de données pour pouvoir faire des modèles prédictifs, pour pouvoir dire, bah tiens, j'ai eu ce problème de qualité quand j'avais cette situation dans le véhicule, dans cette configuration, là, ça marche pas. Donc, ça peut nous aider pour la conception, ça peut aussi nous aider dans la réactivité qualité. Et donc, on va faire ça en croisant des bases de données qualité, retour client, des bases de données produites par le véhicule, hein, donc les roulages, on fait des roulages en phase indus, on fait des roulages donc proto, du véhicule connecté de nos clients, les bases de données diagnostiques qu'on a via nos garages. Ça, c'est direct contact client. Après, on a les données produits, calculées, ces validations de conception, hein, qui sont aussi très importantes pour avoir une robustesse de conception avec la data. Bien sûr, les données process, vous verrez l'exemple après que je montrerai sur la conformité qui est typiquement dans ce cas-là. Et le fait de décorréler, de désiloter ces bases de données, ça nous permet finalement, dans l'absolu, de dire il y a une code process qui change au fin fond de l'usine, savoir une incidence sur le client. Et on peut donc anticiper avec des outils de data science et régler ces problèmes et optimiser notre conception. Voilà. Voilà, donc tout ça, ce sont des outils qui sont vraiment très efficients pour meilleur compromis, coût, délai, qualité. On a énormément de cas d'usage très probants en cours. Sur le métier lui-même, ce nouveau métier data, cette nouvelle organisation data qu'on a mis en place il y a 3-4 ans côté PSA, on s'appuie sur des nouveaux acteurs, de nouvelles fonctions qu'on a créées au sens RH. Hein, ce sont vraiment des fonctions transversales qu'on va retrouver au marketing, qu'on va retrouver dans la direction industrielle, à la R&D, à la qualité, donc dans toutes les grandes directions PSA, avec ces nouveaux acteurs.
donc avec les formations associées. Et ces acteurs, ils sont à l'écran. Donc, un projet data, ça va être un business owner, un client qui va venir nous voir en disant j'ai besoin d'exploiter, d'améliorer par exemple la convergence qualité en phase indus dans mes usines lorsque je lance un projet véhicule. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut être j'ai besoin de savoir quelle est la fonction, la nouvelle fonction que j'ai lancée, laquelle sont vraiment utilisées, est-ce que ça rend service à notre client. J'ai besoin d'analyser des verbatims pour comprendre si le client, quel est le problème du client et pour anticiper des crises. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de sujets différents. Donc, un business owner vient nous voir avec ces questions. On met en place un data project manager qui va peser et prioriser ce sujet, puisqu'on a un portefeuille très grand, très important de sujets, donc il faut le prioriser pour savoir quelles sont les ressources qu'on va mettre dedans. Et ça, c'est basé par rapport à la valeur pressentie par le business owner. Donc, donc, on est vraiment tiré par la valeur. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas lancer des sujets comme ça pour faire plaisir à notre business owner, au client. Il faut vraiment que ça apporte une valeur ajoutée. Et, nos sujets, nos projets data, ils vont facilement gagner des millions d'euros. Hein. Un projet data, c'est quelque chose qui rapporte déjà des millions d'euros. Voilà. Ensuite, ce projet Data Project Manager va piloter les acteurs de la data. Le premier acteur de la data qu'on va contacter, c'est le data architecte, donc c'est quelqu'un de l'IT avec qui on va voir quelles sont les bases de données qui existent, quels sont les désilotages qu'il faut faire entre les bases de données, qu'est-ce qu'on va devoir croiser, éventuellement construire une IT qui réponde aux besoins du business owner. Un deuxième sujet, là, c'est le contenant. Ensuite, on va attraper le contenu. Alors ça, cette étape-là, elle est très fréquemment, alors qu'elle est majeure, sous-estimée et pas prise en compte par les organisations. Et c'est vraiment un point d'échec de la digitalisation, c'est le fait de ne pas avoir ces gens-là, la gouvernance de la donnée, des data managers, des data stewards. Pour être clair, ce sont des acteurs qui vont travailler sur la qualité de la donnée, sur la documentation de la donnée. Très souvent, on récupère les données du véhicule connecté, par exemple dans le Data Lake PSA, ça a transité par l'architecture du véhicule et on ne sait plus à quoi ça correspond. Donc voilà, le data scientist, in fine, il a beau être génial, s'il ne sait pas à quoi correspondent les données, il ne pourra pas répondre aux besoins du client. Donc ces acteurs qui sont maintenant dans les différentes directions, hein, c'est un nouveau métier, qui vont documenter cette donnée, qui vont la rendre exploitable. L'exploitation de cette donnée va être faite après par un data engineer, ça va être quelqu'un qui va coder, c'est très IT, hein, qui va cruncher la data en fait, qui va l'amener digérée, exploitable par une personne, un data analyst qui va être proche du métier, qui va utiliser des outils business intelligence et qui va faire une première étape de data visualisation que vous voyez ici. Donc, par exemple ici, là on voit que telle fonction, nouvelle fonction qu'on lançait sur un véhicule est absolument pas utilisée en Turquie, très utilisée en Angleterre, pas moins en France. Et ça nous interpelle. Ça nous interpelle en termes de concepteur parce que ça apporte déjà une information pour dire bah, ça, il faut qu'on revoie notre conception. Peut-être d'une part qu'on a mal expliqué au client, ça lui fait peur la fonction, tout simplement il ne la prend pas en compte, hein, il n'ose pas l'activer, ou peut-être qu'elle ne répond pas à un besoin. Donc ça nous donne des pistes pour améliorer, voire supprimer dans certains cas la fonction, mais souvent pour améliorer le dispositif, l'ergonomie du système. Après, on passe la main aux statisticiens et IA data scientist. On va mettre ça dans un même pot commun. On va dire que le statisticien, c'est le canal historique. Data scientist, c'est plus quelqu'un qui va coder avec des outils en open source pour aller chercher dans la donnée de la valorisation. Et puis l'IA scientiste avec la personne qui va plutôt utiliser des réseaux de neurones pour faire du deep learning, là, de façon très caricaturale, parce que les limites sont assez floues entre les différentes fonctions. Ces gens-là, ils vont faire de la corrélation, ils vont pouvoir anticiper, par exemple, mettre des modèles de prévision en place pour dire je comprends que j'ai des problèmes qualité parce que j'étais dans telle configuration véhicule, dans ce cas-là, je sais que je vais avoir un souci.
Je comprends que j'ai des problèmes qualité chez mon client parce qu'en usine, j'ai pas respecté la conformité de cette cote-là qui est pas dans la tolérance ou parce que j'ai des paramètres influents que j'avais pas vus qui sont pas pris en compte. Voilà. Voilà, ça c'est le dispositif général qui est vraiment qu'on a partagé au sein de la ICIA, qu'on a partagé dans beaucoup d'instances avec d'autres industries. C'est assez générique, d'accord? Il peut y avoir quelques adaptations, des ajouts, de notre façon de présenter les choses, mais ça, c'est assez générique. Alors là, on a mis Excel Car, je te laisse en dire un mot, et Stéphane, justement. Ça marche, ouais. Donc Stéphane Aurin, on s'est présenté un petit peu vite tout à l'heure. Je fais partie d'une entité qui s'appelle ICPP, Innovation Collaborative Produit Process, qui est une entité avec du personnel qui a été dédié pour faire le lien avec l'association Excelcar que je pense tout le monde connaît. Et pourquoi on a encadré ça? Parce qu'effectivement, moi-même, statisticien et data analyst, plus une autre personne dans l'entité, on a cette casquette qu'a redécrit Guillaume en termes de compétences. Et cette compétence, finalement, sert aussi à Excelcar pour construire des projets autour de la data, autour de la donnée. On a eu quelques tentatives, pas forcément tout abouti, mais en tous les cas qui permettent de rentrer dans cette logique de projet autour de la data que précise Guillaume, qu'effectivement importante et à respecter en termes d'organisation pour avoir une chance d'aboutir. Voilà. Alors, c'est vraiment important dans ce slide de voir ce que font les gens. On parle de data, tout le monde a tendance à penser que c'est que ça, ici, là. Mais en fait, on précise bien les rôles parce que le statisticien et le data scientist, donc Stéphane, s'il n'y a pas des gens avant qui ont préparé les données, qui sont C'est vraiment des ça, ouais. compétences différentes, ça, on n'obtiendra jamais la réponse pour notre business owner. Voilà. C'est souvent, effectivement, juste pour tout compléter, Guillaume, souvent le coup d'essai où on montre que ça marche, mais comme on n'a pas pris la précaution avant d'avoir une architecture des données qui soit toujours disponible, ça reste un coup d'épée dans l'eau et un essai qui n'aboutit en général pas à quelque chose d'industriel derrière, effectivement. Donc c'est très Alors, important, effectivement, de ne pas griller les étapes. Voilà. Alors, on a ce genre de dispositif, on priorise les projets, et donc un des projets prioritaires qu'on a là, qui est majeur au regard des problématiques de non-conformité qu'on a dans le groupe, hein, qu'on a d'ailleurs dans l'industrie de façon générale, hein, c'est quelque chose que j'ai pu discuter avec Orano, avec des gens qui ne sont pas du tout automobiles et qui ont les mêmes constats. C'est la tenue de nos specs, hein, la non-conformité à nos specs. Ça, c'est un premier point. Ça fait qu'on a des problèmes de qualité. C'est logique, on ne tient pas les specs, donc la prestation n'est pas là, donc il y a des problèmes de qualité. Mais aussi, souvent, on spécifie mal et on a des paramètres influents. Ce que vous voyez à l'écran, là, les X, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas pris en compte et qui font qu'on arrive à donc des problèmes de qualité. Donc, pour ça, on a formalisé ça, on a théorisé ça comme ça. Ça fait 20 ans qu'on déploie ce genre de démarche chez PSA. Maintenant, on s'appuie sur de la data et sur de l'IA pour aller plus loin. C'est des statistiques assez classiques. Excusez-moi. On parle de la pression action client, une manœuvre de porte, hein, tous ouverts, fermer une porte. C'est quelque chose qui était le point majeur critiqué chez PSA. Chez Renault aussi et chez d'autres acteurs. C'est vraiment difficile. Il y a une synthèse interprestation sur cette prestation-là qui est vraiment difficile à mettre au point. Et pour ça, donc, on met en place des modèles mathématiques, Y, F de X. Et donc, Y, c'est par exemple la vitesse minute fermeture. On va avoir d'autres Y qui vont être l'étanchéité, l'esthétique, la tenue au choc, etc. Et donc, à chaque fois que vous fermez une porte, si vous pressez un peu, jouez un peu trop sur l'étanchéité de la porte, si vous jouez trop sur la compressibilité des joints, par exemple, et ben à ce moment-là, ça va améliorer un des Y, mais ça va dégrader l'autre. Voilà. Donc, on décompose ces prestations en paramètres produits influents, les X, entre faire du joint de porte, etc. Et on crée ces modèles prévisionnels. Hein. Et grande surprise, hein, c'est que ça marche. Quand on arrive à se piloter avec ça et on arrive à avoir des négociations d'interprestation là, entre les différents Y pour trouver les bons tolérancements. Et pour faire ça, on a besoin d'avoir en retour la faisabilité usine, la réalité du terrain, hein, les data en fait, qui nous disent bah là, ma production, je sais faire ça. Je sais faire
je sais produire avec cette loi normale, ou avec cette dérivée d'Arcs-Lénius, enfin bref, je sais produire la caractéristique de telle façon. Et donc, ça me permet de dimensionner ma prestation. Et vous savez que le fait d'avoir une spec plus ou moins large, c'est des enjeux économiques très forts. Hein, c'est le coût, c'est les moyens associés. Enfin, c'est quelque chose qui non simplement est important pour la qualité, puisque vous voyez qu'on pilote les défauts en clientèle, là, c'est tout ce qui sort de Y, là, mais c'est aussi le coût de la surveillance, toute la faisabilité process autour de ça. Donc, c'est majeur à plein de raisons. Donc, on a besoin d'aligner ces modèles. Là, je vous montre juste des choses qu'on mène avec le raccrochement des différentes bases de données process qu'on met dans un data warehouse avec ces données, ces Y et ces X, et ça nous permet d'avoir des dashboards qui permettent d'aller rapidement de visualiser rapidement ce qui est conforme ou pas conforme. Pour simplifier, donc le travail de la data, là, des data ingénieurs, data architectes, ça va être ça, et des data analysts, c'est de mettre ça à disposition. D'accord? Donc pour simplifier, vous voyez ici, là, on a une vision de la prestation, elle est bonne, mais on voit ici qu'il y a des caractéristiques X qui sont non conformes. D'accord? Alors généralement, on s'attend plutôt quand c'est non conforme, à avoir la prestation Y non conforme. Et à ce moment-là, on joue sur les parts, les specs des pièces, enfin sur les X pour remettre la prestation en conformité. Okay, donc ça, c'est déjà cet aspect-là, ça donne une visibilité inédite qui est difficile à voir parce que c'est multi base de données, donc ça a un vrai gain. Et le deuxième sujet, c'est qu'ici, on voit que la prestation est bonne alors que les caractéristiques sont non conformes. Donc on pourrait très bien désévériser les specs et donc faire des gains, puisque c'est des gains économiques en désévérise les specs. Et le pire des cas, parce que là, la prestation est bonne, mais le pire des cas, c'est que la prestation soit mauvaise et que tout soit bon. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il nous manque le paramètre influent qui est clé pour tenir la prestation. Et c'est là où on passe sur la deuxième partie de la data et de l'IA, hein. C'est l'utilisation d'outils plus pointus pour comprendre, pour aller chercher quelle est la cause racine qui nous a échappé, qu'on rajoute dans le modèle. Je te laisse la parole, Stéphane, pour commenter ce slide. Et pour l'exemple, effectivement, là, c'est un logiciel, enfin, c'est une entité, une perle que tu connais depuis longtemps, Guillaume, tu pourras commenter si tu veux. Ça s'appelle GPC System. En fait, sa vision, c'était, comme l'a commenté Guillaume, quand on est paramètre par paramètre et qu'on en a beaucoup, ça commence à être compliqué pour essayer de trouver les sources des anomalies. Ben là, l'application proposait effectivement, avec une petite couche d'intelligence, de faire ce travail pour nous et nous fournir carrément la réponse et l'identification des anomalies ou des groupes d'anomalies qui permettent d'orienter l'analyse beaucoup plus vite sur les causes potentielles de perturbation de notre processus. Et donc, du coup, de fournir des outils de classification qui permettent justement d'aller à la source du problème, à la cause, d'identifier très, très rapidement la cause. Donc, avec des différents éléments de visuel autour, c'est le même exemple que citait Guillaume, on est toujours autour de nos ouvrants qui était le problème majeur, en fait, de pouvoir aller cibler quelles sont les prestations qui sont en dérive et pourquoi cette prestation est en dérive, parce que telle ou telle variable, effectivement, groupe de variables se sont mis à dériver en même temps, qu'elles soient dans les tolérances ou pas dans les tolérances, hein. C'est l'ensemble de la variation globale qui est vue et l'ensemble d'interaction de l'ensemble des variables. Donc là, voilà pour dire que avec des outils d'intelligence artificielle, avec à disposition des données qui sont propres et disponibles, les outils comme ce GPC système nous permettent effectivement d'en tirer toute l'information de ces données-là et de fournir aux utilisateurs de terrain des outils qui leur permettent d'être beaucoup plus efficients et très rapides en termes de conclusion et d'analyse qu'ils doivent mener derrière. Et pas perdre leur temps à collecter la donnée, la mettre en forme et aller à tâtons, paramètre par paramètre. C'était pour illustrer effectivement cette thématique-là. Par contre, effectivement, la difficulté, c'est la donnée disponible, la donnée propre et classée correctement.
Ça, je peux peut-être te redonner la main, Guillaume, si tu veux compléter derrière. Vous voyez, on a bien deux étapes, hein. Une étape qui va être la data visualisation pour montrer, identifier juste assez simplement là où il y a problème, là Le où il faut paramètre agir qu'il pour remettre faut. en conformité. Et si on a des soucis, on ne sait pas, on n'a pas les paramètres influents, eh ben, on peut mettre à jour les modèles, ou on peut les construire avec ce genre d'approche. Et on va chercher des anomalies qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, parce que là, c'est Global Process Control, c'est contrôle c'est cartes de contrôle multivariées. Voilà, donc le problème, il est multivarié, on ne peut pas s'en sortir avec des cartes de contrôle simples. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la data science. Voilà, pour finir rapidement, je suis un peu débordé, on a un peu débordé. Je voulais vous parler de Promethea. Je ne sais pas si vous voyez le haut. Promethea, c'est d'actualité. Là, on vient de finir la phase 1. C'est un GT qu'on a monté avec Renault, Gallia, Valeo, Forestia, Plasticonium et d'autres sociétés pour attraper ce problème de non-conformité, donc avec de grosses étapes. Et il est typé fournisseur en fait. Là, on vous a montré des choses en interne, mais dans l'équation, il y a besoin des données fournisseurs. Donc, première étape, premier constat, il faut qu'on gère mieux la conformité avec une plus grande fluidité dans l'échange de données avec les fournisseurs. Donc, c'est ça l'ambition de cette première étape qu'on vient de finaliser là, c'est d'avoir un protocole de données qui nous permettent de converger Renault, notamment Renault, qui permettent d'avoir un standard pour récupérer les données de mesure du fournisseur et les intégrer dans nos data lakes. D'accord? Les fournisseurs ont souvent des specs, des demandes différentes entre Renault et nous. Bon, à un détail près, alors que le besoin est le même. Donc, on s'est mis d'accord sur ça avec Renault. Et donc, meilleure fluidité d'échange. Et on utilise un format STEP APE 242 là, qui est international et qui peut être utilisé par d'autres industriels. Et donc, avec ça, on est parti là pour disséminer ce protocole d'échange qui va homologuer Galia, donc maintenant, pour que ce standard nous aide à populer notre data lake, nos bases de données, donc pour augmenter les analyses partagées avec nos fournisseurs pour trouver le meilleur équilibre interprestation. Cet équilibre interprestation que je vous montrais tout à l'heure, l'YF de X, là, on met les specs, souvent on a tendance à mettre la pression sur le fournisseur, à réduire l'aspect du fournisseur, parce que c'est plus facile toujours alors qu'il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus équilibrées à montrer. C'est pour ça que les fournisseurs autour de la table du groupe de travail Promethea sont demandeurs pour travailler avec nous et pour mieux partager ces données. Voilà, cette overview rapide là sur ce qu'on fait chez PSA et puis sur ce cas d'exemple Promethea et conformité qu'on pousse avec Excelcar qui est très moteur là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Antoine, je ne sais pas combien de temps. Si, bah là, écoute, on est parfait. C'est très bien, nickel. Comme on a démarré un tout petit chou de retard, on est bien. Donc, j'ai pas vu de questions passer dans le chat, mais je ne sais pas si vous aviez noté qu'il y en avait un. J'ai pas pensé à vous le dire en introduction, mais c'est vrai que c'est toujours difficile pour les gens de se lancer sur cette partie question. En tout cas, c'était assez technique, c'était intéressant de voir tous les modèles qui peuvent, enfin, de voir des modèles en tout cas qui se cachent derrière tous ces process. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions particulières à poser. Par quel moyen, pardon, j'en ai une là. Par quel moyen se fait l'échange des données avec les fournisseurs? Alors, on a donc justement ce protocole d'échange en STEP là qui permettra d'échanger les données. Donc, l'homologation Galia va porter sur les solutions informatiques qui vont être développées justement sur la base de notre cahier charge commun. Voilà, donc il y a, il y a un guide d'implémentation qu'on a rédigé, un kit de com aussi pour expliquer euh, l'intérêt de la démarche et pourquoi tous autour de la table du GT Promethea on pousse la démarche. Et actuellement, ça va venir. Actuellement, on est dans des formats d'échange donc très différents entre différents acteurs, entre Renault et PSA en tout cas, ce qu'on appelle les rapports de contrôle et mesures chez Stellantis, qui sont aussi différents de ce qu'on a avec nos amis FCA. Donc, c'est pour ça qu'on a cette volonté de standardiser et d'avoir un référentiel le plus large possible, commun le plus large possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Bon, en tout cas, moi, j'ai compris. Bon. Ensuite, on a Bernard, merci pour ces questions, qui demande en fait quels sont quel est le besoin pour les nouveaux composants, alors électronique, soft, intégration. Je ne sais pas si tu peux préciser peut-être un peu ta question, Bernard, parce que du coup, j'avoue que moi-même, je ne saurais pas quoi répondre. N'hésite pas à ouvrir ton micro, hein. Enfin, il n'y a pas de... Ça doit fonctionner, hein. Oui, Oui, non? bonjour, vous Oui, oui, m'entendez? oui, c'est bon, merci. Oui. Oui, c'est une question vraiment très, très générique, effectivement. Euh, bon, là, je pense surtout à des nouveaux projets qui s'appuient sur des nouvelles technos. Alors maintenant, effectivement, on n'est peut-être pas ça touche pas directement forcément les clients, hein. Un temps d'intégration, un temps de digérer toute cette innovation. Euh, mais bon, déjà, votre approche IA, base de données, etc., ça demande d'intégrer pas mal de choses aussi, hein. Donc, à l'occasion de nouveaux besoins, est-ce que vous combinez justement cette approche IA, base de données, nouveaux modèles de données, nouvelles méthodes, etc., quoi. Alors, en fait, C'est très vague, hein, ma oui, question, mais je vais excusez-moi. essayer, je crois, comprendre le fond de la question. On a créé un data lake, dans lequel on a mis initialement les données du véhicule connecté, d'accord? Et en fait, au fil de l'eau, c'est ça qui est bien avec la data, c'est que les usages arrivant, l'organisation data qu'on a mis en place nous a permis de collecter de plus en plus de besoins, d'accord? Donc, ces projets data là. Et à chaque fois, donc, on va organiser la collecte de ces données dans le data lake. Et on va avoir un plan de toilettage de données, de mise en qualité de la donnée pour qu'elle soit exploitable dans ce data lake. D'accord? Par exemple, les données du PLM, hein. Donc, on a le Oui. PLM PSA. On s'est dit, tiens, c'est intéressant de croiser ça avec les données qualité. Ça peut être aussi très intéressant de croiser ça avec les données usines, puisque dans le PLM, on a les specs. Voyez. Donc, on Oui. est en train de désiloter, et de façon assez réactive, parce on a mis en place des Fab Lab Data qui permettent de maqueter rapidement le besoin, et après, on industrialise. On a des étapes intermédiaires avant l'industrialisation qui étaient lourdes, il fallait des notes d'engagement, il faut des notes d'engagement très lourdes. On a des étapes intermédiaires qui permettent de faire maturer le besoin et d'avoir déjà des gains avant d'arriver à une industrialisation au sens IT forte. Donc, on a énormément de données électriques et électroniques dans nos systèmes, hein, des données intermédiaires qui sont dans l'architecture E. On a vraiment un spectre très large entre les données qualité retour client en direct et puis les données usines en passant par tout ce qui est conception, produit, process et donc eux aussi, et le fonctionnel aussi. Et c'est tiré par le besoin de nos clients. On, on priorise la migration dans le data lake si le projet est majeur ou si voilà ou si il y a toujours une question économique, un coût intérêt de la coût gain du projet data en question. Ça répond. Oui, oui, intéressant, merci. Ça montre la complexité aussi de tout ce travail. Guillaume, t'insistes pas, mais toute la donnée est disponible dans le data lake. Quand on dit ça, ça paraît super simple, sauf que c'est toute l'architecture qui va derrière. Elle est quand même ordonnée, donc c'est tout le gros travail, il est dans l'architecture de la donnée Alors, pour qu'elle soit disponible derrière, hein. Enfin, tu vas un peu vite, Guillaume, mais chacune c'est lourd. Ouais. chacune des fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure là, c'est des compétences relativement rares, hein. C'est pour ça qu'on a des cursus de formation en signe interne pour faire monter, pour upskiller les équipes. Certaines sont accessibles par un chef de projet carrosserie qui peut prendre le sujet, d'autres il faut c'est plus pointu, donc on essaie de faire monter les gens en compétences sur ces trucs qui sont vraiment pour certaines fonctions pointues, quoi. Voilà, les compétences sont rares, très recherchées sur le marché de l'emploi. Il y a un vrai savoir-faire autour de tout ça. Et puis c'est quelque chose qui est aussi en pleine évolution. Donc on est très à l'affût de toutes les nouvelles méthodes en data science, toutes les nouvelles architectures IT, toutes les façons de faire. C'est effectivement
complexe. C'est un puzzle. Et ça, si on n'organise pas cet enchaînement des tâches dans les métiers et qu'on les rend pas visibles et qu'on précise pas bien le rôle de chacun, c'est de faire ça, ça marche pas. Ça marche pas. C'est beaucoup de sociétés n'y arrivent pas à cause de ça. Quand on a les gens vont dire on va recruter des data scientists, mais non, la question n'est pas là, le point n'est pas là. C'est aussi important d'avoir un data architecte, aussi important d'avoir un data Ouais. manager. Ouais. Je dirais même avant, Ouais. quoi. Parce que le data scientist va s'alimenter de tout ça. Et s'il n'y a pas de tout ça, s'il n'y a pas de cette base qui est disponible, le data scientist, il ne sert pas à grand-chose. Oui. Conformité, je voulais Très montrer bien. parce que c'est le sujet qu'on a avec Excelcar, hein, mais on en a beaucoup d'autres et limite c'est 1 sur 150. Hein. Super. Du coup, je vous propose qu'on voit justement d'autres cas d'application. Merci à vous, merci Guillaume, merci Stéphane pour cette approche très technique du sujet qui était très intéressante. Et je vous propose du coup qu'on enchaîne avec Benjamin Ray de Gravotech. Donc Benjamin, si tu dois pouvoir prendre la main pour Bonjour. diffuser ta présentation. Et pour le coup, là, on va s'intéresser à un autre pan du traitement de la data sur la partie optimisation du service client et cycle de vie de produit. Voilà, je Oui, laisse la main. bonjour. Donc, Merci. je me présente, Benjamin Ray, donc je suis responsable de l'offre de services et des outils support pour la société Gravotech. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet qui est à l'origine de notre labellisation vitrine industrie du futur, qui est le Gravotech Support Center. Je vais quand même commencer par une présentation de Gravotech, parce qu'on est un petit peu moins connu que PSA. Avant de vous présenter dans le détail le projet et les autres projets de digitalisation qu'on a pu mener et qu'on mène encore. L'activité, c'est The Expression of Things. On est inventeur du pantographe dès 1938, qui permettait de graver d'une manière régulière des plaques, et aussi inventeur de la technologie de marquage permanent par micro-percussion, qui permet d'identifier et de faire la traçabilité des pièces. En quelques chiffres, Gravotech, c'est 122 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 000 machines vendues dans le monde. On fait 86% de notre chiffre à l'export dans 77 pays. Nos 3 domaines d'application sont l'identification, la signalétique et la personnalisation. Donc on est une ETI avec une empreinte internationale et on compte 600 salariés répartis dans le monde. Ici, on peut voir donc les différents métiers. Hein. Donc on fait du marquage permanent au laser, micro-percussion, rayage, de la gravure mécanique, et on est aussi éditeur de logiciels donc pour toutes nos machines et pour d'autres activités, et bien sûr toute la matière qui est utile pour la signalétique, entre autres. Donc chacune des technologies a des avantages différents. Donc la gravure mécanique pour ces aspects robustes, polyvalentes et faciles à utiliser. Le laser, donc c'est différentes fréquences de laser pour des matériaux et des applications différentes. La micro-percussion qui est largement utilisée dans les environnements industriels et pour un usage intensif. Le rayage qui a pour principal avantage d'être plus silencieux que la micro-percussion et qui est utilisé pour faire du marquage profond sur des pièces qu'on va aller repeindre par exemple derrière, et sur lesquelles on va pouvoir continuer à lire le marquage. Voilà, donc toutes ces technologies sont utilisées pour s'adapter aux configurations clients en fonction du besoin. On a aussi une capacité de service globale qui nous permet de réaliser des audits et des expertises chez nos clients pour pouvoir proposer la meilleure solution, de faire les formations mises en service, un support technique qui est capable de supporter nos clients dans différentes langues
travers le monde, des offres de ça, nous aussi aller vers la data en proposant à nos clients d'avoir des tableaux de bord de suivi de leurs données de gravure. J'en viens donc à notre projet qui est le Gravotech Support Center. Donc, on va aller sur différents aspects. Le premier qui était l'état des lieux. Donc, Gravotech, c'est un groupe qui s'est formé par la fusion de 3 sociétés. Donc 3 sociétés qui venaient avec son historique et ses outils. Donc on avait des données qui étaient dispersées et difficilement accessibles par nos équipes sur le terrain, ce qui générait forcément de nombreux échanges désorganisés par mail, par appel, enfin tout moyen de communication, ce qui était consommateur de temps pour toutes les équipes et qui contribuait à un niveau de service client parfois insatisfaisant. Donc la réflexion qui a été menée à partir de ce constat, dans une démarche de transition digitale du groupe, il a été décidé de digitaliser le cycle de vie du produit, de la conception jusqu'à la prévente, via la création d'une plateforme de support qui serait accessible à notre réseau de distribution et de vente et de support de nos machines. Donc ça a impliqué forcément des changements de méthode en interne pour une meilleure préparation du cycle de vie. Donc c'est parti de la R&D avec un changement d'organisation qui est passé d'une organisation par service en organisation de projet pour qu'on ait des équipes multidisciplinaires jusqu'à les changements de méthode sur les lancements de produits lorsqu'on lance nos nouveaux produits. Et tout ça a été accompagné d'un projet RH pour l'accompagnement au changement et la transformation des pratiques. Si je fais un zoom sur notre organisation service client, c'est une organisation assez classique avec en local des revendeurs qui sont en contact direct avec nos clients et aussi donc nos filiales et distributeurs qui sont l'interface essentielle sur l'échange avec nos clients. Ces filiales et distributeurs sont en relation avec le support international groupe, qui est une interface clé, puisqu'il remonte les informations à la R&D, aux opérations industrielles et à la qualité lorsqu'on fait face aux soucis. Donc, pour à faire avancer le sujet. Donc, la mise en place du Support Center s'est faite en plusieurs étapes. La première étape était de recentraliser toutes les informations. Donc, c'est faire un inventaire de toutes les données qu'on pouvait avoir sur le support de nos produits et de les mettre à disposition dans la plateforme dans un catalogue architecturé et d'alimenter ces informations par l'affichage des prix. Ça peut paraître bête, mais avoir une information sur le prix des pièces détachées, ça pouvait être compliqué avant. Et donc aussi la possibilité de créer des paniers de pièces, qui a été la première étape avant de digitaliser la commande pour pouvoir avoir un système typé e-commerce où nos filiales distributeurs peuvent directement sélectionner sur une vue éclatée la pièce dont ils ont besoin et la commander à nos centres de gestion des pièces détachées. Ça a été aussi pour nous une étape de gestion des retours matériels où en fait toute pièce
qui revient sur un site de production, pièce ou machine, qui revient sur un site de production pour réparation, doit faire l'objet d'une demande de retour. Donc, ça nous a aidé à simplifier nos processus internes et à savoir un peu plus quelle machine on avait en attente pour pouvoir dimensionner la charge et répartir la charge. On a aussi géré la gestion des garanties. Donc, on a un module qui est dédié pour centraliser la gestion des garanties, pour qu'on puisse avoir des informations et des données structurées sur les problématiques de garantie. Donc ça, c'est un gros impact sur la satisfaction client, quand on détecte des soucis à plusieurs endroits dans le monde, des problématiques à plusieurs endroits dans le monde, on est capable de réagir plus rapidement. Sécuriser nos usines et notre stock pour pouvoir ensuite proposer des actions correctives. Donc tout cela, ça a apporté des changements organisationnels. Donc dans le cadre d'un programme de modernisation du groupe qui était Focus and Simplify, pour réorganiser avec des projets de réorganisation profonde. Recruter des leaders qui ont des cultures de grands groupes internationaux avec des programmes de réorganisation. Donc, dans ce cadre-là, il y a deux membres du COMEX, un directeur de la digitalisation qui a été nommé, un responsable du support international groupe. La mise en place de l'infrastructure nécessaire à la digitalisation. Donc, il y a d'autres outils qui ont été mis en place à côté de ce support center pour aider à la conception et la commercialisation. Et puis, tout le programme RH d'accompagnement au changement, parce que effectivement, quand on change les méthodes de travail, il faut pouvoir embarquer tout le monde et que tout le monde adhère au projet. C'est clé dans le succès d'un projet. En termes de bénéfices et de gains opérationnels, on passer à améliorer la gestion de nos grands comptes internationaux pour qu'on puisse assurer le même niveau de service, peu importe où le client est basé, et donc accompagner au développement. Digitaliser le cycle de vie des produits et pour réduire le time to market. Donc c'est une plateforme qui nous aide pour réduire ce time to market lors de nos phases de lancement produit. Toute l'information est disponible à l'ensemble de notre réseau immédiatement. L'excellence opérationnelle. Donc ça, c'est principalement grâce au module de gestion des garanties qui nous permet de mieux piloter la qualité. Conserver l'expertise dans le groupe. Effectivement, quand on propose de bons outils aux salariés d'une entreprise, le personnel reste plus fidèle et ça réduit le turnover. En termes de gains opérationnels, ce qu'on a pu constater, c'est principalement des fortes réductions du déplacement, puisqu'on est capable de préparer un peu mieux ces interventions et du coup de faire des déplacements qu'une seule fois pour aller résoudre les problématiques clients. Ça a initié une démarche zéro papier, donc pour tout ce qui est digitalisation des flux permet de réduire tous ces échanges de papier, réduction du turnover des équipes aussi. Donc tout notre réseau de techniciens et commerciaux dispose de la bonne information au bon moment. Ce que j'évoquais tout à l'heure, la transformation du quotidien de nos techniciens qui sont passés de maintenance curative et urgence à plus de maintenance préventive, et ce qui augmente forcément la satisfaction client. Et puis le déploiement du programme RH pour l'accompagnement au changement. Ce
Donc, c'est les quelques points d'étape qu'on a eu sur le projet. Donc, ça a été initié en mars 2016 où on comptait 400 utilisateurs pour le lancement du projet. En février 2017, on a ouvert tout ce qui était processus digitalisation des processus, commandes de pièces détachées, gestion des garanties, gestion des retours. Donc là, on comptait déjà 1200 utilisateurs. Et donc, depuis la mise en place du Support Center, ce qu'on note, c'est qu'il y a eu une adoption rapide à l'outil et une augmentation du nombre de connexions au lancement produit, donc, ce qui prouve le besoin d'une telle plateforme. Aujourd'hui, on peut dire que si une information n'est pas disponible dans notre Support Center, les gens ne savent plus où chercher. Et aujourd'hui, donc, on compte 2700 utilisateurs, plus de 2700 utilisateurs, et à gauche, on voit la courbe du nombre de connexions mensuelles, donc, qui varie en fonction des lancements produits. Et donc, on a d'autres projets de digitalisation, hein, donc depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. En 2019, on a eu d'autres projets qui consistaient à lancer une offre de remontée de données. Donc là, on fait communiquer nos équipements pour stocker la donnée dans un data lake aussi. Donc pour l'instant, on n'exploite pas côté Gravotech ces données, mais par contre, on fournit à nos clients un tableau de bord qui lui permet d'avoir des statistiques sur l'utilisation de ces équipements. Et on a le logiciel iDiag qui est un peu à l'instar de la valise automobile, un outil de diagnostic de nos équipements. Depuis 2020, on a lancé un projet d'uniformisation de notre ERP. Donc on est en train de remplacer notre ERP. Et puis, on a toujours des projets d'évolution sur le Support Center où on va aller apporter des outils de gestion de tickets, de rapports d'intervention et de base de connaissances. Dans le détail, hein, notre outil de eConnect, donc ça a été développé en partenariat avec Microsoft. C'est une plateforme IoT donc, qui permet à nos clients d'avoir une vraie valeur ajoutée, puis collecter toutes les données sur l'utilisation de ces machines partout dans le monde et visualiser tout ça sur des tableaux de bord qui sont designés selon leurs besoins et selon l'application. Et à droite, donc on voit la partie logiciel de diagnostic qui est fait de façon valise automobile, qui permet à nos techniciens d'avoir un outil moderne qui facilite les opérations de maintenance et qui donne une image plus professionnelle quand ils interviennent sur site. Voilà un peu pour le tour de notre projet Support Center et ce qu'on a fait depuis. Super. Merci Benjamin. Moi, j'ai quand même une question. Moi, c'est sur la première partie du projet. Est-ce que c'est une solution sur mesure qui a été complètement développée ou est-ce que c'est des outils entre guillemets sur étagère que vous avez juste mis à votre image? C'est une solution qui est sur le marché, sur lequel on a fait sur lequel on a fait des développements. Ouais, voilà. Ouais, on a fait des développements pour que ça colle à notre activité et pour aussi améliorer l'outil, hein, parce que typiquement il y a des modules, donc c'est un outil sur étagère sur lequel il y a des modules qu'on active ou qu'on n'active pas, mais qui n'ont pas forcément des fonctionnalités très poussées. Donc, on fait des développements dessus pour améliorer les fonctionnalités et ainsi de suite. Ouais. Et je vois que finalement, ça fait le tour de toute l'entreprise. Enfin, c'est un projet global. Et quels conseils tu pourrais donner pour amorcer la démarche, en tout cas chez un chez un industriel qui réfléchit à cette question et qui se dit, bon, effectivement, je pourrais recentrer ma valeur ajoutée, je pourrais utiliser tous les bienfaits dont tu nous as parlé juste avant. Nous Par où commencer, quoi, je dirais. C'est quoi les questions de départ?
Nous, la démarche qu'on a eue, c'était d'y aller en étape par étape, puisque si on veut tout de suite, c'est très compliqué et ça complexifie le projet. Donc, on y allait en étape par étape. L'idée, c'était dans un premier temps de centraliser sur une seule plateforme l'ensemble des informations qu'on avait déjà à disposition. Et après, petit à petit, apporter des nouveautés comme la commande sur un type e-commerce. Et puis ensuite, les autorisations de retour. Et je pense qu'en y allant en étape par étape, on a une meilleure adoption par le réseau. Et voilà, donc là, on s'est lancé dans la gestion du ticketing. Donc, c'est quelque chose qui devrait voir le jour courant de l'année. La gestion des rapports d'intervention aussi, qui nous permettra d'avoir, au final, de manière centralisée, savoir ce qui se passe chez l'ensemble de nos clients. Donc, voilà, c'est un projet qui s'est construit dans le temps, qu'on fait toujours évoluer. Et vraiment, ouais, y aller étape par étape, c'est, je pense, la meilleure des choses. Ok, très bien, super. Merci beaucoup. J'ai une question qui est arrivée, mais qui va peut-être être pour vous deux, enfin Benjamin, Guillaume. C'est quel est finalement le niveau de partage d'informations qui est envisagé avec les fournisseurs d'équipements connectés dans les usines pour l'amélioration de la qualité des produits et permettre la maintenance prédictive. Voilà, qu'est-ce que vous partagez, vous, à votre niveau, avec vos fournisseurs d'équipements? Alors, de notre côté, là, justement, je vous parlais du projet. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Du projet Promethea, c'est justement l'ambition, c'est de mieux partager les résultats de mesure pour pouvoir faire converger la prestation. Quand on parle des équipements, on parle des équipements de mesure ou on parle de nos fournisseurs de façon générale? Non, vos fournisseurs les fournisseurs d'équipements de mesure. Ouais. Ah, les fournisseurs d'équipements de mesure. Donc, typiquement, les fournisseurs d'équipements de mesure pour utiliser, enfin, c'est une des cibles du projet Promethea, du protocole dont je vous ai parlé, estampillé Galia, pour pouvoir communiquer avec nous, pour pouvoir permettre le transfert de l'information qui est collectée. D'accord. Donc, c'est une cible. D'ailleurs, on envisage de faire une présentation congrès de métrologie là autour de ça. Et puis, les gens qui ont participé au projet, il y avait des industriels, enfin des gens qui sont dans la mesure et qui s'occupent de vendre des équipements de mesure. Ouais. Ok, ça marche. Eh ben super, écoutez, je pense que notre webinaire touche à sa fin. Voilà, il est midi, on a fait les deux présentations. Merci encore une nouvelle fois à vous trois, Benjamin, Guillaume et Stéphane. Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir participé. Et puis voilà, on se retrouvera à partir de mardi pour un prochain meet-up. Exceptionnellement, on le fait un peu plus court parce qu'avec les vacances qui se profilent. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le programme, à vous inscrire aussi à notre journée Business for Mobility and Innovation Hub, qui sera du coup la journée des rendez-vous B2B en virtuel qu'on organise du coup fin mars, du 22 au 26 mars. C'est ça. Donc voilà, écoutez, merci à tous. Une nouvelle fois, merci à nos intervenants. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci.